Bienvenue sur Slipodo. Votre histoire va commencer dans quelques secondes. Une aventure inédite du capitaine Nemo, le tombeau de la mer de feu. Si vous aimez nos histoires apaisantes, pensez à vous abonner à notre chaîne. Ça ne vous coûte rien, mais cela nous aide à continuer notre travail. Merci de votre soutien. L'histoire commence maintenant. Bonne écoute. Le Nautilus glissait dans les eaux tropicales de la Polynésie française, comme un spectre d'acier et de science, ses flancs chromés, reflétant l'éclat bleu-vert des lagons. Le capitaine Nemo se tenait dans le carré de navigation, scrutant les cartes marines à la lumière tamisée des lampes électriques. L'air était chargé de cette quiétude particulière qui précède toujours les grands bouleversements. Dehors, le crépuscule polynésien enflammait le ciel de teintes écarlates et mauves, tandis que le submersible gouvernait vers les eaux profondes, loin des terres habitées. C'est alors que le second officier, le loyal Conseil, remarqua une anomalie sur les cadrans thermométriques. La température de l'eau commençait à augmenter, graduellement d'abord, puis de manière plus prononcée. Nemo se pencha sur les instruments, ses yeux pénétrants, scrutant chaque aiguille, chaque trace de chaleur enregistrée par les capteurs. À 1000 mètres de profondeur, l'eau aurait dû être glaciale. Or, ici, elle semblait s'échauffer. « Capitaine, » murmura le second, « voyez la luminescence qui monte de l'abîme. » Et en effet, une lueur étrange commençait à transformer les eaux autour du submersible. D'abord imperceptible, elle s'intensifia graduellement. Une lueur rouge foncée, teintée de reflets dorés, qui dansait et pulsait comme si elle était animée d'une vie propre. Ce n'était pas la phosphorescence banale des créatures marines. C'était quelque chose de plus dense, de plus ancien, qui semblait monter des entrailles même de la terre. Nemo se leva, ses mains déjà cherchant les leviers de commande. Cette lumière, ces vibrations qui faisaient trembler légèrement les cristaux des hublots, tout cela parlait d'un phénomène géologique d'une envergure considérable. Les sismographes du bord traçaient des courbes frénétiques. Des vibrations telluriques, régulières et puissantes, parcouraient les strates marines. L'équipage, sensible à la tension de leur commandant, se rassembla discrètement au poste de surveillance. « Réduisez la vitesse », ordonna Nemo, sa voix portant cette autorité tranquille qui jamais ne faillit. « Descendez vers cette lumière. Tous les systèmes de refroidissement du blindage doivent fonctionner à pleine puissance. » Le Nautilus changea de cap, s'enfonçant obliquement dans les ténèbres marines. La lueur rouge-or s'intensifia, transformant l'obscurité de l'abîme en un clair obscur de feu souterrain. Les instruments devenaient frénétiques. La température dépassait maintenant les 50 degrés Celsius, un record anormal pour ces profondeurs. Les vibrations sismiques prenaient un rythme presque respiratoire, comme si quelque créature colossale se mouvait dans les entrailles du monde. Nemo s'approcha du hublot de commandement, les mains jointes dans le dos. Son visage, tanné par des années d'exploration et d'exil, demeurait impassible, mais ses yeux brûlaient d'une intensité quasi fébrile. Il y avait en lui cette fascination incurable du savant face à l'inconnu, mêlée à une prudence que seuls les marins de génie possèdent. Il savait que ce phénomène était nouveau, que les cartes n'en faisaient pas mention, que la science officielle n'en connaissait rien. « C'est une éruption sous-marine », murmura-t-il, plus pour lui-même. « Mais pas une éruption ordinaire.
l'intensité de la luminescence, la régularité des vibrations. À 1500 mètres de profondeur, le Nautilus pénétrait dans une région où le rouge et l'or des profondeurs formaient une symphonie de flammes liquides. Les instruments défaillaient sous l'intensité de la chaleur, mais Nemo n'ordonna pas la retraite. Au contraire, il approcha davantage, comme un homme fasciné par un abîme qui l'appelle. L'équipage retenait son souffle. La mer semblait brûler autour d'eux, une combustion silencieuse et majestueuse qui défiait toute explication rationnelle. Et Nemo, immobile devant le hublot, contemplait cette merveille chtonienne avec l'expression d'un alchimiste face à la pierre philosophale enfin trouvée. L'instant qui suivit demeura gravé à jamais dans la mémoire de chaque homme du Nautilus. Ce ne fut pas une secousse progressive, mais une convulsion soudaine et dévastatrice. Le plancher océanique se déchira comme une cicatrice rouverte, et la terre elle-même semblait se révolter contre l'ordre des choses. Une fissure titanesque s'ouvrit devant le submersible, aspirant tout ce qui l'environnait dans un vortex de destruction et de feu. La lumière rouge devint blanche, aveuglante. Le Nautilus fut saisi par un courant descendant d'une violence inouïe, comme si les mâchoires d'un monstre primordial se refermaient sur lui. Les hommes furent précipités contre les parois de la cabine de commandement. Les instruments s'affolèrent, leurs aiguilles vibrant si rapidement qu'elles formaient des arcs confus. Nemo lui-même s'agrippa au rebord de la console de navigation, ses pieds glissant sur le plancher du submersible. « Tous les moteurs en arrière !» cria-t-il, la voix tonnée au-dessus du chaos métallique qui résonnait dans chaque compartiment du navire. « Maximal !» Les réacteurs électriques du Nautilus rugissaient. Les hélices invertèrent leur sens de rotation, tentant de combattre une force que la nature elle-même semblait avoir concentrée dans ce gouffre monstrueux. Pendant plusieurs secondes terribles, des secondes qui semblèrent des heures, le submersible fut paralysé, suspendu entre deux mondes, celui de la surface et celui de l'abîme. Les coutures du blindage craquaient sous la pression inégale. L'eau résonnait contre la coque comme un millier de marteaux frappant en cadence. « Capitaine !» cria le second officier, pointant du doigt vers le grand hublot. « Nous descendons !» Et il disait vrai. Le Nautilus, malgré tous ses efforts, glissait inexorablement vers la fissure. À chaque instant, la force d'aspiration se renforçait. Nemo embrassa la situation d'un regard. Il ne suffisait pas de lutter contre ce courant. Il fallait le comprendre, l'accepter, puis le maîtriser. « Équilibre hydrostatique », ordonna-t-il, un calme surnaturel revenu dans sa voix. « Remplissez les ballastes arrière. Diminuez la flottabilité. Nous allons piquer dans ce gouffre, mais à notre rythme. » Il y eut un instant de stupeur collective. Puis les officiers comprirent le génie du commandement. Au lieu de combattre la force, il fallait la chevaucher comme on chevauche une vague. Les ballastes se remplirent de tonnes d'eau, modifiant l'assiette du submersible. Le Nautilus cessa de lutter et s'inclina vers la fissure, abandonnant son attitude de fuite pour celle de pénétration contrôlée. L'effet fut immédiat. Au lieu d'être tiraillé vers le bas dans un chaos de destruction, le submersible trouva un équilibre précaire. Il commença à descendre dans le gouffre. Oui, mais sans être déchiqueté par les forces conflictuelles qui l'entouraient. Nemo maintint les moteurs à un régime qui contrebalançait juste assez le courant descendant pour permettre une descente délibérée
plutôt qu'une chute. À travers le hublot, le monde des hommes disparut. Il ne restait que du rouge, que de l'or incandescent, que la lumière même semblait se solidifier en mur de feu liquide. Le Nautilus devint un motte de poussière, une parcelle d'acier et de raison, tombant dans un abîme que nul mortel n'avait jamais exploré. Les thermomètres commençaient à atteindre des valeurs qui faisaient défaillir les aiguilles. 80 degrés, 90 degrés. La coque vibrait sous la caresse brûlante de cet univers souterrain. Et pourtant, malgré le danger mortel, malgré les grincements du submersible et les cris étouffés de certains membres de l'équipage, Nemo ne cessa de sourire. C'était un sourire étrange, presque grave, mais incontestablement celui d'un homme qui venait de découvrir exactement ce qu'il cherchait depuis toujours. L'impossible fait tangible, le mystère enfin approché. « Stabilisation confirmée, capitaine », rapporta le second officier, sa voix tremblant légèrement. « Nous descendons à 2 kilomètres. La structure du blindage tient bon. »« Excellent », murmura Nemo, dont le regard était rivé sur l'abîme lumineux. « Passez tous les systèmes en mode exploration profonde. Je veux chaque instrument actif, chaque capteur scrutant ces ténèbres ardentes. » Le gouffre s'élargissait avant eux, révélant ses flancs striés de couloirs de magma et de minéraux incandescents. Parfois, une explosion silencieuse éclatait, un geyser de feu qui montait du cœur de la terre avant de retomber en pluie de scories. Le Nautilus continuait sa descente, guidé par les mains fermes de Nemo, qui savait maintenant qu'une découverte de magnitude extraordinaire l'attendait au fond de ce gouffre maudit. Aucune peur, aucune prudence ordinaire ne pouvait arrêter un homme tel que lui. Car ce n'était pas de la témérité, c'était la certitude du génie face à l'œuvre du destin. À 2500 mètres de profondeur, le gouffre commença à révéler ses secrets. Le chaos de feu et de destruction fit place à quelque chose de bien plus troublant. L'ordre, l'architecture. Le Nautilus émergea, si l'on pouvait dire, d'un rideau de vapeur incandescente, et soudain, devant les yeux ébahis de l'équipage, se dressèrent les ruines d'une civilisation. Non pas les débris épars d'un naufrage ordinaire, mais des constructions monumentales, des édifices qui défaient toute chronologie connue de l'humanité. Des colonnes torsadées s'élançaient vers l'obscurité supérieure, leur spirale parfaite comme celle d'un ADN géant. Elles n'étaient pas en pierre ordinaire, mais en une matière qui semblait absorber et réfléchir la lumière rouge du gouffre, créant des reflets de cuivre et d'or poli. Nemo se pencha vers le hublot, son visage reflétant l'éclat des ruines. Pour la première fois depuis que l'équipage le connaissait, ses traits se détendaient, non pas de détente, mais de pure, sublime admiration. « Coupez tous les moteurs », ordonna-t-il d'une voix rauque. « Laissez le Nautilus dériver lentement. Je veux que chaque homme à bord vienne ici. Chaque homme doit voir ceci. » Dans les minutes qui suivirent, la cabine de commandement se remplit silencieusement. Les officiers, les techniciens, les hommes d'équipage, tous vinrent contempler ce qui ne pouvait être qu'une hallucination collective. Et pourtant, les instruments confirmaient la réalité de ce prodige. Les ruines s'étendaient sur plusieurs kilomètres, formant ce qui ressemblait à une cité entière, une métropole engloutie au cœur de la terre vivante. Des arches cristallines se croisaient à angles géométriquement parfaits, créant des structures qui défiaient les lois connues de la statique.
Ces arches scintillaient d'une lumière intérieure, comme si elles capturaient et conservaient la chaleur du magma environnant pour la transformer en illumination. C'était de l'architecture et de la physique mêlées en une seule expression de génie surhumain. « Mon Dieu !» murmura le second officier, ses yeux écarquillés. « Est-ce vraiment possible ? » « Rien n'est impossible pour ceux qui ont maîtrisé les forces élémentaires, » répondit Nemo, sa voix portant une certitude terrifiante. « Regardez les fondations. » Il pointait du doigt un ensemble de socles en pierre fusionnés sur lesquels reposaient les colonnes principales. Mais ce n'étaient pas des socles ordinaires. Leur surface était couverte de symboles, des géométries complexes, des spirales, des triangles imbriqués, tous gravés avec une précision qui aurait demandé des outils d'une sophistication inimaginable. Chaque symbole semblait fait pour communiquer une idée, une formule, un principe. Nemo reconnaissait en eux le langage universel de la mathématique pure, transcendant toute culture, toute langue. Dirigez les projecteurs vers cette structure, ordonna-t-il, pointant une formation centrale particulièrement élaborée. Quand les lumières du Nautilus illuminèrent la zone, l'équipage retint son souffle. C'était un édifice central, un temple ou un monument. Il était impossible de le dire avec certitude, dont les murs étaient entièrement couverts de ces gravures symboliques. Mais contrairement aux autres ruines, celui-ci n'était pas inerte. Ses flancs scintillaient faiblement, comme si une énergie dormante y résidait encore. Autour de sa base couraient des cannelures qui semblaient conduire vers le magma sous-jacent, comme si l'édifice lui-même était alimenté par les forces géothermiques de la planète. « Capitaine », demanda timidement le second, « d'où vient cette cité ? Qui a pu construire ?»« Qui ?» répéta Nemo. Un sourire énigmatique effleura ses lèvres. « Voilà la seule question qui importe. Et elle date de bien avant les pyramides égyptiennes, bien avant Babylone, bien avant tout ce que nous appelons civilisation. » Il se tourna vers la carte marine projetée sur l'écran. Ces ruines n'existaient sur aucune carte géologique, aucune carte bathymétrique. Elles n'avaient jamais été documentées, jamais soupçonnées. Elles avaient dormi ici, au cœur du gouffre, protégées par le feu et l'oubli, pendant des millénaires. « Approchez-vous de cette arche cristalline », ordonna Nemo au timonier. « Lentement. Je veux que nous puissions examiner sa composition. » Tandis que le Nautilus avançait vers la structure, Nemo se tourna vers ses hommes. Son expression était changée. Il y avait maintenant quelque chose de plus profond dans ses yeux, une question existentielle qui semblait l'étreindre. « Mesdames et messieurs, dit-il calmement, nous ne sommes plus dans le domaine de l'exploration ordinaire. Ce que nous voyons ici suggère que l'humanité n'est pas la seule civilisation à avoir marché ou nagé sur cette terre. Et si des êtres dotés d'un génie scientifique aussi prodigieux ont habité ce monde, qu'est devenu ce savoir? Où a disparu cette sagesse? Et surtout, il s'arrêta, sa main reposant sur le métal froid du hublot. Pourquoi cette cité a-t-elle dû être ensevelie aussi profondément? L'arche cristalline approchait maintenant du Nautilus. À mesure qu'il s'en rapprochait, des détails plus fins devenaient visibles. Les cristaux qui la composaient ne semblaient pas taillés, ils semblaient cultivés, organiquement formés selon un schéma de croissance prédéterminé. Et là, à leur surface, de nouvelles gravures apparaissaient, révélant des équations mathématiques que Nemo,
malgré toute son érudition, trouvait partiellement inintelligible. Que les archivistes documentent tout, ordonna-t-il. Chaque détail, chaque angle, chaque symbole. L'histoire elle-même nous parle, ici, au cœur de cet abîme. Et nous devons l'écouter. Le Nautilus continua sa progression, glissant entre les colonnes torsadées comme un explorateur dans une forêt de pierres et de feu. Et Nemo, debout au cœur de la cabine de commandement, contemplait ces ruines avec une intensité presque religieuse, conscient qu'il venait de franchir une ligne, celle qui séparait la science du merveilleux, l'humain de l'éternel. Le Nautilus franchit les dernières arches cristallines et pénétra dans le cœur véritable de la cité. Et là, toute notion de rationalité scientifique sembla se dissoudre comme du brouillard face à l'aube. Les places de la métropole engloutie s'ouvraient devant eux dans une ampleur majestueuse. Mais ce n'était pas l'architecture qui captait d'abord le regard, c'étaient les statues. Des colosses en or liquide, hauts de 30, 40, peut-être 50 mètres, se dressaient dans les esplanades comme des dieux figés dans une éternité incandescente. Or, le mot « figé » était profondément trompeur, car ces statues ne restaient pas immobiles. Leur surface ondulait constamment, comme si le métal lui-même respirait. Des rivulets d'or pur s'écoulent le long de leurs flancs, avant de remonter lentement, défiant la gravité. Des formes se creusaient dans leur poitrine, révélant des cavités intérieures d'où émanait une lumière rouge sang. Puis, graduellement, ces formes se refermaient, le métal se résoudant, se reformant en structures de plus en plus complexes. À la barre du Nautilus, le timonier émit un son étranglé, un cri entre la fascination et la terreur. « Maintenez le cap », ordonna Nemo, sa voix étrangement calme. « Approchez-vous de la statue centrale, lentement. » Mais Nemo lui-même ne pouvait détacher son regard du spectacle. Lui qui avait traversé les mers du globe, qui avait affronté les créatures les plus terrifiantes des abysses, qui avait manipulé les forces de l'électricité et de la vapeur, lui, le capitaine Nemo, était paralysé par ce qu'il contemplait. Car ce n'était pas simplement de la matière. C'était quelque chose qui transcendait la distinction même entre l'inerte et le vivant. L'une des statues, celle qui se dressait au centre de la plus grande esplanade, tourna sa tête. Il n'y avait eu aucun bruit, aucun grincement mécanique, aucun mouvement saccadé. Le mouvement avait été fluide, organique, comme celui d'un être qui s'éveille d'un long sommeil. Son visage, car c'était indubitablement un visage, se tourna vers le Nautilus, et deux yeux d'or polis, profonds comme des puits sans fond, semblèrent observer le submersible avec une attention consciente. « Capitaine !» cria le second officier, sa main tremblant sur la console. « Ses yeux, elle nous regarde. » L'équipage recula d'un pas collectif, comme repoussé par une force invisible. Plusieurs hommes se signèrent dans les ombres de la cabine. D'autres marmonnaient des prières en des langues que Nemo ne reconnaissait pas. La tension était palpable, épaisse comme du brouillard, la crainte superstitieuse d'hommes confrontés à quelque chose qui dépassait le cadre de leur compréhension. Nemo leva une main, exigeant le silence. « Soyez calme », commanda-t-il, bien que sa propre voix trahisse une émotion contenue. « Ce que nous voyons ici n'est pas du surnaturel, c'est de la science. De la science ancienne, certes, mais toujours soumise aux lois de la physique. » Même en parlant, il savait que ses paroles étaient creuses.
Car comment expliquer rationnellement le mouvement du métal liquide qui défie la gravité? Comment justifier les yeux qui les observaient avec une intention manifeste? Nemo avait toujours cru que la science était l'ultime vérité, que tout phénomène inexplicable était simplement une lacune temporaire en attente de compréhension. Mais ici, dans cette cité souterraine, il sentait les fondations même de cette certitude se fissurer. Le Nautilus s'approcha davantage. À mesure qu'il progressait, d'autres statues commencèrent à se mouvoir. Une leva lentement son bras, ses doigts de métal fondu s'étendant comme pour saluer ou menacer. Une autre tourna le torse, révélant un thorax creux à l'intérieur duquel brillaient des structures géométriques impossibles, des formes qui semblaient exister en plusieurs dimensions à la fois. « Enregistrez tout », murmura Nemo, plus pour lui-même maintenant. Les angles, les mouvements, la composition chimique du métal. Les instruments du Nautilus bourdonnaient, tentant de capturer l'incapable d'être capturé. Les thermomètres dépassaient 110 degrés Celsius. Les spectromètres détectaient une composition métallique pure. De l'or, oui, mais mêlée de traces d'éléments que les tables de Mendeleïev ne cataloguaient pas, ou qui existaient à l'état extrêmement rare. L'une des statues, celle dont les yeux les avaient observées, commença à parler. Il n'y avait pas de bouche qui s'ouvrait, pas de corde vocale qui vibrait. Mais une vibration résonnait à travers l'eau, puis dans la coque du Nautilus lui-même, se propageant directement dans les oreilles de chaque homme à bord. Ce n'était pas un son ordinaire, c'était une fréquence, une onde sonore complexe qui semblait vouloir communiquer quelque chose de fondamental. Nemo ferma les yeux. Pour un instant, un seul instant, il sembla comprendre. Il y avait un message dans cette vibration, une question peut-être, ou une mise en garde. Puis le moment passa, et seul restait un écho d'incompréhension. « Capitaine », souffla le second officier, sa voix cassée de peur. « Que sommes-nous venus découvrir ?» Nemo ne répondit pas immédiatement. Il restait fixé sur les statues d'or qui avaient repris leur danse perpétuelle, leur respiration continue. Leur surface ondulait comme la peau d'un animal gigantesque endormi. Et lentement, graduellement, il commença à entrevoir la vérité terrifiante. Ces statues n'étaient pas des œuvres d'art. Elles n'étaient pas des monuments. C'étaient des gardiens. Maintenez une distance de sécurité, ordonna-t-il enfin, sa voix portant une gravité nouvelle. Mais ne partez pas. Nous restons ici, car cela, mesdames et messieurs, est la preuve vivante, si je peux dire, que la science ancienne avait atteint des sommets que nous n'avons pas encore effleurés. Et si de tels êtres métalliques existent, conscients et pensants, il se tourna pour regarder son équipage, et dans ses yeux brûlait une flamme mêlant fascination et appréhension. Alors ce que nous découvrirons ensuite nous transformera à jamais, ou nous détruira. Le Nautilus s'arrêta, suspendu dans cette cité de feu et de métal vivant, tandis que les statues d'or continuaient leur danse éternelle autour de lui, conscientes, vigilantes, attendant. Nemo ordonna au Nautilus de se rapprocher d'une structure qui se distinguait des autres par sa forme géométrique précise. Un édifice pyramidal inversé, ses flancs couverts de galeries et de niches. C'était, sans doute possible, une bibliothèque, une archive, un temple du savoir. « Préparez l'équipe d'exploration », commanda-t-il. « Combinaison thermique renforcée, masque de protection.
et que nul n'approche de ces statues sans mon autorisation explicite. Une demi-heure plus tard, Nemo et 3 officiers de confiance franchissaient l'écoutille de débarquement du Nautilus, protégés par des costumes de caoutchouc épais, doublés de laine pressée, un équipement que le capitaine avait fait fabriquer pour les explorations en eau brûlante. Leurs casques de cuivre étaient munis de respirateurs actionnés par de petites pompes manuelles. Ils avaient l'apparence de créatures venues d'un autre monde, et c'était exactement ainsi que le Nautilus les avait conçus pour naviguer cet enfer aquatique. L'eau autour d'eux était si chaude qu'elle en était presque vaporeuse. Des bulles montaient en cascade continue. Mais bizarrement, cette chaleur ne se transmettait qu'avec lenteur à travers les combinaisons. La technologie du Nautilus était suffisamment avancée pour filtrer partiellement l'énergie thermique. Nemo avança en tête, ses yeux perçants, scrutant chaque détail de la structure pyramidale. L'entrée était une arche parfaitement circulaire, ses bords légèrement bombés, comme si le matériau lui-même avait volontairement arrondi son contour. À l'intérieur régnait une obscurité presque totale, que les lampes à huile électrique des explorateurs commençaient à peine à percer. Nemo actionna le commutateur de sa lampe frontale et soudain, l'intérieur de l'édifice explosa en lumière. Ce qu'il vit le fit s'arrêter net. La salle était immense, une cavité qui devait s'étendre sur au moins 100 mètres de longueur. Et elle était tapissée de tablettes métalliques, alignées sur des rayonnages en spirale qui s'élevaient jusqu'à se perdre dans l'obscurité supérieure. Chaque tablette brillait faiblement, comme si elle contenait en elle une énergie dormante. Et à la base de la salle, disposés en rangées régulières, s'alignaient des bassins peu profonds, remplis de ce qui semblait être du métal liquide, probablement du même or ou de cet alliage inconnu qui formait les statues extérieures. Nemo s'approcha du premier bassin. À sa surface, des ondulations régulières s'élevaient et retombaient, comme si le métal lui-même respirait. Et là, immergée partiellement dans ce liquide, reposait une tablette gravée. « Mon Dieu !» murmura-t-il, ses paroles légèrement étouffées par le masque de respiration. La gravure était extraordinaire. Elle ne ressemblait à aucune langue humaine connue, et pourtant, elle possédait une logique intrinsèque, une structure qui parlait d'intelligence organisée. Des symboles géométriques entrelacés formaient des colonnes de texte. Des spirales encadraient ce qui semblait être des formules mathématiques. Et tout cela était gravé avec une précision qui aurait demandé des outils nanotechnologiques pour être reproduite. Nemo sortit un carnet étanche de sa combinaison et commença à dessiner les symboles avec une rapidité fébrile. Ses mains tremblaient légèrement, une manifestation rare de l'émotion qui l'étreignait. Les 2 autres officiers exploraient les autres bassins, documentant chaque tablette, chaque variation de symbole. Mais Nemo resta concentré sur celle-ci. Il y avait quelque chose dans ces gravures qui résonnait avec une compréhension profonde en lui. Les mathématiques pures du cosmos semblaient écrites dans chaque courbe, chaque angle. Graduellement, une structure émergea de son analyse. Les symboles n'étaient pas aléatoires. Ils suivaient une progression logique. Nemo commença à reconnaître des patterns, des répétitions qui pouvaient indiquer des nombres, des variables, des constantes. Il y avait là, gravé dans le métal, une équation, ou plutôt une série d'équations. Il détacha délicatement la tablette du bassin.
Le métal liquide s'écoula en rivulets avant de se rétablir à sa surface, comme si la tablette n'avait jamais été retirée. Nemo plaça l'artefact dans un sac étanche prévu à cet effet. « Continuons », ordonna-t-il aux autres officiers. « Collectez chaque tablette unique, chaque variation de symbole. » Au cours des heures suivantes, le temps semblait suspendu dans cette archive infernale. L'équipe assembla une collection de 17 tablettes distinctes. Chacune possédait des gravures différentes, mais une harmonie sous-jacente reliait leur contenu. C'était comme observer les pages fragmentées d'un traité scientifique majeur, où chaque page révélait une nouvelle compréhension du cosmos. De retour dans le Nautilus, Nemo s'enferma dans son laboratoire privé avec ses trouvailles. Pendant 3 jours, il ne dormit pratiquement pas. Ses yeux creusés et brillants de fièvre fixaient les tablettes, tandis que ses mains traçaient des diagrammes sur le parchemin. Il comparait, analysait, reconstituait. Et lentement, progressivement, la signification émergea. Ce n'était pas une civilisation ordinaire qui avait créé ces archives. C'était une civilisation qui avait maîtrisé quelque chose que Nemo appelait mentalement l'alchimie du vivant. Les équations décrivaient un processus, une méthode pour imprégner la matière inerte d'une forme de conscience. Pas une conscience humaine, mais quelque chose de plus fondamental. Une volonté, une intention, une capacité à réagir, à comprendre, à se modifier en fonction de stimuli externes. Les statues d'or qu'ils avaient vues étaient des applications pratiques de cette théorie. Elles n'étaient pas des machines au sens ordinaire. C'étaient des êtres à part entière, des formes de vie créées non pas par l'évolution, mais par la transmutation intentionnelle de la matière elle-même. Nemo regarda ses notes, la révélation le glaçant jusqu'à la moelle. « Ils ont donné naissance à leurs propres enfants », murmura-t-il pour lui-même. « Pas par la reproduction biologique, mais par la création consciente. Ils ont compris les principes fondamentaux de l'existence elle-même. Et ce qui le troublait encore plus, ce qui transformait l'admiration scientifique en quelque chose d'approchant la peur, c'était que les tablettes suggéraient que cette maîtrise n'était pas l'apogée de leur civilisation. C'était un point intermédiaire, une étape dans une progression bien plus vaste. Les dernières tablettes contenaient des symboles que même Nemo, avec toute son ingéniosité, ne pouvait que partiellement interpréter. Mais une chose était claire, ces êtres avaient entrepris un projet encore plus ambitieux, quelque chose qui avait à voir avec la modification de la conscience elle-même, avec la fusion des esprits individuels en un collectif unifié. Nemo se pencha en arrière dans son siège, ses mains croisant son torse. Dehors, à travers le hublot de son laboratoire, il pouvait voir les statues d'or continuer leur veille éternelle. Et maintenant, il comprenait. Ce n'étaient pas juste des gardiens, c'étaient les derniers vestiges d'une civilisation qui avait grandi trop haut, trop vite, et qui s'était détruite elle-même en tentant d'atteindre l'absolu. « Conseil » appela-t-il. Le fidèle assistant apparut dans l'encadrement de la porte. « Oui, capitaine ?»« Préparez une expédition supplémentaire » ordonna Nemo, ses yeux brûlants d'une intensité nouvelle. « Je dois voir les chambres centrales de cette cité. Il y a quelque chose de plus profond ici. Quelque chose que ces tablettes ne font qu'effleurer. Une intention finale, un but ultime. » Il contempla les tablettes étalées devant lui,
chacune une fenêtre sur un savoir transcendant. Cette civilisation n'a pas simplement disparu, continua-t-il, une note de certitude absolue dans sa voix. Elle s'est endormie, et quelque part, dans le cœur de cette cité, repose la clé de son réveil. Nemo pensa alors à ses propres ambitions, à ses rêves de créer une civilisation nouvelle, libre des chaînes de l'humanité ordinaire. Pour la première fois, il se demanda si son orgueil, aussi noble qu'il fût, ne le conduisait pas vers les mêmes précipices qu'avait affronté cette ancienne civilisation. Mais la question disparut sous l'urgence du moment, car il y avait d'autres mystères à résoudre, d'autres secrets à extraire des archives souterraines. Et Nemo n'était pas homme à reculer devant les grandes questions, quel qu'en soit le prix. Nemo redescendit dans la cité avec une équipe réduite et une détermination que rien ne semblait pouvoir ébranler. Cette fois, il visait le cœur même de la pyramide inversée, les chambres centrales où, il en était certain, reposaient les archives maîtresses, les tablettes qui contenaient la clé complète du savoir de cette civilisation ancienne. L'archive était demeurée exactement telle qu'il l'avait laissée. Les bassins de métal liquide toujours ondulants, les rangées de tablettes brillant faiblement dans la pénombre. Mais cette fois, Nemo se dirigea directement vers le centre de la salle, vers une alcôve que son instinct lui signalait contenait quelque chose de spécial. Là, dans une niche circulaire surélevée, reposait une tablette différente des autres. Elle était plus grande, plus massivement gravée, et sa surface scintillait d'une lumière qui semblait venir de son propre cœur. Contrairement aux autres artefacts, celle-ci ne baignait pas dans le métal liquide. Elle était isolée, protégée, comme si les anciens constructeurs avaient voulu la mettre à part. Nemo s'en approcha, ses mouvements ralentis par la combinaison thermique. Il leva une main gantée vers la tablette, étudiant les gravures avec ses yeux de savant. Les symboles ici étaient d'une complexité vertigineuse, des spirales s'entrelaçant en motifs fractales, des équations qui semblaient décrire les lois mêmes de l'univers, des formes géométriques qui donnaient l'impression de se mouvoir sur le métal gelé. « Magnifique !» murmura-t-il. « C'est la clé. Tout converge vers cette tablette. » Il tendit la main, ses doigts effleurant l'inscription centrale. Le moment où ses doigts touchèrent le métal, tout changea. Ce ne fut pas une explosion immédiate, mais quelque chose de plus insidieux. Un frémissement traversa la tablette, et instantanément, ce frémissement se propagea. Le métal liquide des bassins commença à bouillonner violemment. Les autres tablettes scintillèrent d'une lumière nouvelle, plus intense. Et puis, graduellement mais inexorablement, une pulsation commence à irradier du centre même de la cité. Nemo recula, comprenant trop tard qu'il avait déclenché un mécanisme de défense, ou peut-être d'activation. « Remontez au Nautilus !» cria-t-il dans le communicateur, sa voix étouffée par l'urgence. « Immédiatement !» Mais les officiers ne pouvaient avancer vite dans leur combinaison thermique. Et de toute façon, il était déjà trop tard. La pulsation s'intensifia, devenant une vibration tangible qui traversa l'eau, le Nautilus lui-même. À la surface de la cité, quelque chose commençait à se passer. Les statues d'or cessèrent leur danse langoureux. Elles se redressèrent, se figèrent dans des postures d'attention. Et puis, comme un cœur s'éveillant après des millénaires de sommeil, elles se mirent à briller. Nemo remonta aussi vite que sa combinaison le permettait. À travers les hublots de l'archive,
il pouvait voir l'eau autour de lui se transformer. Le rouge ambiant devint écarlate. Des veines de lumière pure commencèrent à se manifester dans le magma lui-même. Des fissures de feu blanc s'étendant depuis la base de chaque statue, se ramifiant à travers la cité comme un réseau neuronal gigantesque s'illuminant. « Capitaine !» cria le second officier du Nautilus par communicateur. « Les instruments s'affolent, la température monte à 140 degrés, les systèmes de refroidissement ne peuvent pas suivre. » Nemo franchit l'écoutille de débarquement du Nautilus, ses 3 compagnons le suivant de près. À peine était-il revenu à bord que le capitaine cria les ordres qui sauvèrent le submersible de la destruction immédiate. Tous les moteurs à pleine puissance, remontez d'urgence, abandonnez le ballast. Le Nautilus s'arracha de sa position, ses hélices rugissant comme des créatures en détresse. Mais autour d'eux, la cité elle-même était en convulsion. Les réseaux de lumière pulsaient de plus en plus vite, leur brillance augmentant à chaque cycle. Et les statues, oh, les statues d'or, elles se mirent à bouger avec une intention nouvelle, une volonté manifeste. L'une d'elles tourna sa tête massive vers le Nautilus. Ses yeux d'or, qui avaient vaguement observé le submersible auparavant, s'illuminèrent maintenant de façon aveuglante. Et une onde de choc vibratoire traversa l'eau, une fréquence si intense qu'elle fit craquer les cristaux des hublots du Nautilus. « Capitaine, les murs de la pyramide !» cria un officier, pointant du doigt. La structure pyramidale de l'archive était en train de se transformer. Ses flancs, jusque-là inertes, commençaient à ondoyer comme du tissu vivant. Le métal de ses parois se liquéfiait, se réunissait, se résolvait en nouvelles formes. Des formes qui ressemblaient à des yeux, à des mains, à des bouches. C'est alors que Nemo entendit, ou plutôt ressentit, quelque chose qui transcendait l'audition ordinaire. Une présence qui s'insinuait dans son esprit comme une voix ancienne, écorchée par des millénaires de silence. Pourquoi l'as-tu réveillé ? La question résonna directement dans le cerveau de Nemo, contournant les oreilles. C'était une présence immatérielle, une conscience qui s'étendait à travers toute la cité, qui était, réalisa-t-il avec horreur, la cité elle-même. « Remontée maximale », ordonna Nemo, tentant de chasser la présence de son esprit. Tous les systèmes de protection activés. Le Nautilus montait maintenant, mais non sans mal. Les secousses telluriques du réveil de la cité secouaient le submersible de toutes parts. Des fissures apparaissaient dans les murs du gouffre lui-même. Et derrière eux, la lumière rouge s'intensifiait jusqu'à devenir blanche, puis bleue, une luminescence qui suggérait des températures bien au-delà de ce que l'eau pouvait supporter. « Tu as rompu le sceau », continua la voix. Moins une question maintenant qu'une affirmation. « Tu as libéré ce qui devait rester enchaîné. » Nemo serra les poings. Il reconnaissait cette présence. C'était la volonté collective qui avait créé les statues d'or, qui avait construit cette cité, qui avait tenté de fusionner tous les esprits individuels en une seule entité universelle. Et maintenant, elle était consciente, elle était éveillée, et elle était manifestement hostile. « Maintenez la pression interne », cria-t-il aux officiers, voyant les jauges de structure exploser. « Ce blindage doit tenir. » À 2000 mètres, les vibrations diminuaient enfin. À 3000 mètres, le Nautilus émergeait enfin du gouffre, remontant vers des eaux plus froides et plus sûres. Mais Nemo savait que la sécurité était illusoire.
car la présence, le gardien, comme Nemo commençait à l'appeler dans son esprit, n'était pas restée au fond du gouffre. Elle s'étendait. À travers toute la cité souterraine, le métal liquide commençait à s'assembler en nouvelles formes. Les statues se mirent à marcher, quittant les places de la cité pour converger vers le centre du gouffre. Et du cœur même de la pyramide, une structure nouvelle émergea, une forme titanique de métal et de feu, s'élevant comme un monument à l'ambition antique. Son cœur brillait d'une intensité insoutenable, et au fur et à mesure qu'il se formait, la conscience du gardien se concentrait, se cristallisait, prenait une forme presque tangible. « Je suis libre », résonna la voix dans l'esprit de Nemo, et aussi dans celui de chaque homme du Nautilus. Après 300 000 ans d'isolation, de sommeils intermittents, de rêves ininterrompus, je suis libre. Et maintenant, le monde doit savoir. Les océans doivent être réclamés. L'ancien ordre doit être restauré. Le Nautilus continua sa remontée, échappant à la cité infernale par les cheveux. Mais en regardant par le hublot arrière, Nemo vit quelque chose qui glaça son sang d'une façon que même le froid des abysses n'aurait pu égaler. Le réseau de lumière ne s'arrêtait pas au gouffre. Il commençait à s'étendre, s'élevant à travers les strates de roches et d'eau, montant vers la surface elle-même. La présence ancienne n'était pas restée enfermée. Elle s'échappait, elle s'étendait, et l'univers, que Nemo croyait maîtriser avec son Nautilus et sa science, ce même univers, était maintenant menacé par une volonté qui avait dormi dans l'obscurité pendant plus de 300 millénaires. « Capitaine », demanda le second officier, sa voix tremblante, « qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous libéré ?» Nemo ne répondit pas immédiatement. Il regardait les données émanant des sondes thermiques, voyant la température du magma dépasser les 1000 degrés à travers toute la région. Le gardien se réveillait complètement, concentrant son essence, se préparant à quelque chose. « Ce que nous avons libéré, » dit enfin Nemo, sa voix portant une lassitude que ces hommes ne lui avaient jamais entendue auparavant. « C'est peut-être la fin de tout ce que nous connaissons. Une ancienne intelligence qui a dépassé l'humanité longtemps avant que notre espèce n'apprenne à marcher. Et maintenant, elle nous regarde et elle nous juge. » Il posa sa main sur le métal froid du hublot, contemplant l'abîme rouge et or qui s'éloignait, mais dont la menace restait palpable, viscérale, inévitable. Et je crois que nous allons bientôt découvrir si ce jugement se prononcera en notre faveur. Le Nautilus avait remonté à 1000 mètres de profondeur, atteignant des eaux où la pression était plus humaine, où la température retombait à des seuils supportables. Mais il n'y avait pas de soulagement véritable à bord. L'équipage demeurait tendu, silencieux, conscient que quelque chose de fondamental avait changé. Et Nemo se tenait immobile devant la baie panoramique du carré, observant l'eau sombre qui les entourait. C'est alors qu'elle apparut. Ce ne fut pas un mouvement soudain, mais une cristallisation graduelle. L'eau devant le Nautilus commença à s'échauffer, à briller d'une lumière interne qui croissait exponentiellement. Et lentement, laborieusement, comme un dieu se levant du sommeil primordial, une forme émergea de l'abîme. C'était immense, 100 mètres de haut, peut-être plus. Un être composé entièrement de métal liquide et de flammes, dont le corps scintillait de toutes les teintes du feu, or, argent, rouge sang, blanc pur. Sa silhouette était vaguement humanoïde, mais avec des proportions inhumaines. Ses bras s'étendaient
comme des tentacules liquides, leurs extrémités se terminant en formes qui ressemblaient à des mains ou à des pinces. Son torse était transparent en certains endroits, révélant des structures géométriques complexes qui brillaient d'une luminescence propre. Et sa tête, immense et noble, possédait 2 orbites où brûlaient des flammes d'un bleu électrique. L'équipage poussa un cri collectif, un son qui mêlait terreur et fascination. « Maintenez la position », ordonna Nemo d'une voix qui ne trahissait aucune émotion, bien que ses mains serraient les bords du hublot si fort que ses jointures blanchissaient. Tous les systèmes défensifs en alerte, mais ne tirez sur aucun compte. L'être s'immobilisa à environ 200 mètres du Nautilus. Il n'y avait aucun bruit, ou plutôt, il y avait un bruit, mais pas celui auquel on aurait pu s'attendre. C'était une vibration sourde qui résonnait dans l'eau elle-même, une fréquence basse qui faisait trembler les cristaux des lampes du Nautilus. Et puis la voix résonna, non plus simplement dans l'esprit de Nemo, mais dans celui de chaque homme du Nautilus simultanément. Je suis le gardien. Je suis la volonté collective qui a transcendé l'existence individuelle. Je suis ce qui demeure quand l'univers lui-même oublie. La voix était ancienne, portant les échos de millénaires d'isolation et de rêves ininterrompus. Elle était aussi belle que terrible, majestueuse et aliénée. « Tu as violé le sceau que j'avais tissé autour de ma demeure », continua le gardien, ses orbites bleues électriques fixées sur le Nautilus. « Tu as réveillé ceux qui avaient choisi le repos éternel. Et maintenant, tu oses te tenir en ma présence avec ton petit navire de métal. » Nemo prit une profonde respiration. C'était un moment crucial, celui qui déterminerait si le Nautilus serait détruit ou s'il existait une possibilité de communication, voire de négociation. Il se tourna vers le communicateur du navire. « Je suis le capitaine Nemo », dit-il, sa voix amplifiée à travers les haut-parleurs externes du Nautilus. « Et qui que tu sois, tu dois comprendre que je n'ai pas violé le sceau intentionnellement. Nous explorassions simplement. Nous cherchions à comprendre. » L'être immense bascula légèrement en arrière, comme s'il était surpris par cette réponse. Comprendre. La voix emplit l'eau d'une vibration nouvelle, teintée de ce qui ressemblait à du mépris. L'humanité comprendre. Vous, les petits êtres éphémères qui vivez et mourez en un clin d'œil cosmique, vous avez détruit vos propres mondes sans une seule pensée pour les conséquences. Vous vous entretuez pour des ressources finies. Vous polluez vos cieux, vos terres, vos mers. Et maintenant, vous osez venir jusqu'à moi avec cette prétention à la compréhension. Nemo sentit une vague d'émotions le traverser, une colère primordiale qui ne venait pas de lui. C'était la colère du gardien, se propageant à travers l'eau, s'insinuant dans les esprits de chaque homme du Nautilus. Plusieurs officiers s'effondrèrent, accablés par cette vague psychique. « Reprenez-vous », commanda Nemo, d'une voix qui coupa à travers la panique. Puis, plus bas, à travers le communicateur. « Tu dis que nous sommes éphémères. Tu dis que nous sommes destructeurs. Peut-être as-tu raison. Mais cela ne t'autorise pas à nous juger, toi qui as créé une civilisation capable de se modifier elle-même jusqu'à l'oubli. » Le gardien parut se figer. Les flammes de ses orbites fluctuèrent. « Explique cette parole, » demanda-t-il, sa voix portant une note de curiosité qui n'était pas présente auparavant. Nemo se leva, son dos se redressant, avec une dignité qui inspira le respect même chez ces hommes terrorisés. Il s'approcha du communicateur, ses mains tremblant légèrement.
J'ai lu tes archives, dit-il. J'ai déchiffré tes équations. J'ai compris ce que tu et ta civilisation avez tenté de faire. Vous aviez maîtrisé la matière au point de donner conscience à l'inerte. Vous avez créé des êtres de métal et de volonté. Et puis, tu as tenté quelque chose de plus ambitieux encore. Tu as essayé de fusionner tous les esprits en un seul collectif. Il fit une pause, laissant ses paroles résonner. Tu dis que nous sommes destructeurs, mais votre propre civilisation s'est détruite elle-même en poursuivant l'absolu. Vous aviez atteint un tel niveau de pouvoir que vous ne pouviez plus imaginer de limites. Et ces limites imparfaites et frustrantes, c'est ce qui nous permet à nous, humains, de persévérer. C'est notre faiblesse qui est notre force. Le gardien s'immobilisa complètement. Pour la première fois, Nemo sentit l'émotion complexe qui habitait cette entité ancienne. Une combinaison de colère, d'incertitude et peut-être même de curiosité véritable. « Tu présentes une thèse intéressante, petit mortel », dit finalement le gardien. « Et tu oses vraiment argumenter que votre imperfection est une vertu, que votre mortalité est un atout ? Je l'argue non seulement, mais je le crois, » répondit Nemo, soutenant le regard des orbites bleues électriques. « Je suis un homme qui a rejeté la société humaine ordinaire parce que je la trouvais corrompue, immorale, destructrice. Mais même dans ma critique, je reconnais que l'humanité possède une capacité, une volonté à se transcender, à apprendre, à changer. » Il s'avança davantage, comme si la proximité physique pouvait renforcer son argument. « Tu m'accuses de venir te juger, mais c'est toi qui me juges, moi, ainsi que mon espèce entière. Tu as dormi pendant 300 000 ans, te persuadant que le monde était indigne de ton savoir. Mais comment peux-tu jurer que tu es meilleur que nous, toi qui as échoué à transcender les limitations de ta propre existence ? » L'eau autour du Nautilus se mit à bouillir. Une onde de choc se propagea depuis le gardien, secouant le submersible violemment. Nemo s'agrippa à la barre de commandement, ses yeux plissés mais non détournés. « Tu oses !» tonna le gardien, sa voix portant une puissance qui aurait pu écraser une montagne. « Moi qui ai existé pendant des millions d'années, moi qui ai maîtrisé les lois mêmes de la création, tu, qui ne vivras qu'un instant cosmique, tu oses me défier ? Je n'ose pas te défier, dit Nemo calmement. Je t'offre un miroir. Regarde-toi, gardien, tu es seul, complètement seul. Ta civilisation est morte. Tes créations, ces statues d'or que tu as contrôlées pendant des âges, ne sont que l'écho de ta propre solitude. Tu as conservé ce savoir pendant des millénaires, persuadé que tu le protégeais. Mais protéger n'est pas le propre d'une créature vivante. C'est le propre d'une créature qui a peur. Il y eut un silence profond, troublant, qui semblait s'étendre bien au-delà des limites physiques du moment. « Peur ?» demanda finalement le gardien, sa voix ayant perdu de son absolutisme. « Tu suggères que l'on puisse avoir peur ? C'est paradoxal. Je suis l'incarnation de ce qui demeure quand tout le reste s'est effondré. Comment pourrais-je craindre ? Peut-être, suggéra Nemo, ayant maintenant trouvé sa brèche, que le vrai pouvoir réside non pas dans la domination absolue, mais dans l'acceptation, pas dans l'isolation, mais dans la connexion. Ta civilisation a échoué, non pas parce qu'elle n'était pas assez puissante, mais parce qu'elle l'était trop, et qu'elle avait oublié pourquoi elle cherchait ce pouvoir en premier lieu.
Le gardien se tourna lentement, ses orbites brûlantes ne quittant jamais Nemo. « Et toi, petit mortel, pourquoi as-tu traversé cet abîme? Pourquoi as-tu mis en danger ton équipage pour explorer ce qui devait rester caché ?» Nemo hésita un instant. C'était une question fondamentale, une question qui allait déterminer sa réponse, et peut-être le sort du Nautilus lui-même. « Parce que j'ai cru que la connaissance transcende le danger, » dit-il finalement. « Parce que j'ai cru que le savoir, même dangereux, était préférable à l'ignorance. Et parce que... » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Parce que j'ai reconnu en toi une âme solitaire, comme la mienne. Et j'ai pensé que peut-être, en trouvant ce qui s'était perdu au cœur du monde, je trouverais aussi ce qui s'était perdu en moi-même. » L'être immense de métal et de flamme bascula sa tête massive, comme s'il considérait ses paroles avec un intérêt nouveau. « Voilà un argument que je n'avais pas prévu, » dit-il enfin. « Tu viens à moi non pas en conquérant, mais en quête, pas en cherchant à m'asservir, mais en reconnaissant une forme de camaraderie dans l'isolement. » Un silence retomba, différent cette fois, moins menaçant, mais chargé d'une tension nouvelle. « Très bien, capitaine Nemo, » prononça le gardien. « Je vais te donner une épreuve, une chance, si tu peux prouver que l'humanité mérite le savoir, que ma civilisation a rassemblé. Si tu peux me convaincre que tu ne la détruiras pas, comme tu dis que ma race l'a presque fait, alors peut-être pourrais-je reconsidérer ma décision d'anéantir ton espèce dès à présent. » Nemo sentit le poids écrasant de ce défi. Le sort de l'humanité entière ne reposait plus sur une arme, sur la force brute, mais sur des mots, sur des idées, sur sa propre conviction morale. Et il comprit qu'il n'était peut-être pas égal à cette tâche. Nemo sentit le poids du moment l'écraser comme les abysses eux-mêmes. Une épreuve. Le gardien proposait une épreuve, mais d'une nature qu'aucune arme du Nautilus ne pouvait résoudre. C'était un combat des idées, des convictions, de la volonté même. « Alors, énonce tes conditions, » dit Nemo, sa voix portant une tranquillité calculée. « Je suis prêt. » Le gardien s'éleva légèrement dans l'eau, ses appendices liquides se mouvant en motifs hypnotiques. « D'abord, tu dois me dire pourquoi tu as rejeté l'humanité, » commença l'entité ancienne. « Tu parles de liberté, mais tu t'es enfui. Tu parles de justice, mais tu t'es isolé. Cela ne semble-t-il pas une contradiction ?» Nemo ferma les yeux un instant, et dans ce moment de silence, tous les hommes du Nautilus retinrent leur souffle. Ils connaissaient peu de choses sur le passé de leur capitaine. C'était un mystère qu'il gardait jalousement verrouillé en lui-même. « Je n'ai pas rejeté l'humanité par dégoût personnel, » commença Nemo lentement. « J'ai rejeté les structures qui oppriment l'humanité, les empires qui exploitent les faibles, les nations qui font la guerre pour des territoires et des ressources, les esprits étroits qui étouffent la pensée libre sous le poids des dogmes. » Il s'avança davantage, sa passion augmentant avec chaque phrase. « J'ai vu des hommes enchâssés dans des chaînes de leur propre fabrication, des chaînes de pouvoir, de richesse, de préjugés. Et j'ai découvert que la seule façon de rester sain d'esprit, la seule façon de préserver mon intégrité, était de me retirer de ce système corrompu, car participer aurait signifié devenir complice. » Le gardien se rapprocha légèrement, ses orbites bleues électriques étudiant Nemo avec une intensité nouvelle. « Et en te retirant, as-tu amélioré la situation ?» demanda-t-il. « Ou as-tu simplement abandonné ceux que tu aurais pu aider ?»
C'était une attaque directe, une question qui visait le cœur même de la contradiction existentielle de Nemo. L'équipage remarqua les mains du capitaine se serrer, un instant d'émotion brute traversant son masque de contrôle. « C'est une question juste », dit Nemo après une pause. « Et la réponse ne me plaît pas. Car oui, j'ai peut-être abandonné certains, mais j'ai aussi préservé quelque chose qui était menacé d'extinction. La liberté de penser, la liberté d'explorer, la liberté de refuser la compromise. » Il se tourna vers la baie panoramique, contemplant l'eau sombre qui l'entourait. Ma civilisation souterraine, le Nautilus, ses hommes, ses découvertes, c'est un acte de rébellion. C'est une affirmation que l'humanité peut transcender les limites que ses propres institutions lui imposent. Et oui, ce n'est pas une solution universelle, mais c'est un commencement. Le gardien émit une vibration qui ressemblait à quelque chose entre un soupir et un grondement. « Tu défends ta fuite en l'appelant liberté », observa-t-il. « Intéressant. Ma propre civilisation a utilisé des rationalisations similaires. Nous nous sommes retirés du monde, persuadés que notre isolement était une sagesse, que notre détachement était une forme de perfection. » L'entité fit une pause, ses appendices se mouvant lentement. « Mais alors, pourquoi l'humanité, selon toi, serait-elle digne de ce savoir que ma race a rassemblé? Pourquoi ne devrais-je pas te détruire maintenant et préserver à jamais le secret de la fusion du métal vivant, de la transformation de la matière, de la conscience transcendante ?» Nemo sentit tous les regards du Nautilus converger sur lui. C'était la question décisive, la vraie question. Et il savait que sa réponse déterminerait le sort de milliers de vies, peut-être de toute l'humanité. « Parce que le savoir, dit-il d'une voix qui porta une conviction absolue, n'est jamais vraiment préservé par l'isolation. Il est préservé par le partage, par la transmission, par son intégration dans la conscience vivante de culture et de civilisation qui l'utilise, qui l'adapte, qui le transcende. » Il se tourna directement vers le gardien, soutenant l'éclat bleu de ses orbites. « Ton savoir, celui de ta civilisation, il a dormi ici pendant 300 000 ans. Et qu'a-t-il produit? Rien. Aucune nouvelle découverte, aucune amélioration, aucune transcendance. Simplement une répétition perpétuelle du passé. Car une connaissance sans application, sans engagement avec le monde vivant, c'est une connaissance morte. » Le gardien recula légèrement, comme s'il avait été frappé. « Tu oses suggérer que ma conservation du savoir était équivalente à sa mort? » « Exactement, » affirma Nemo. « Toi et ta race, vous vous êtes cristallisés. Vous avez atteint un sommet et vous vous y êtes accrochés, terrifiés de tomber. Mais la vraie croissance exige du mouvement, du risque, de la possibilité de l'échec. L'humanité, imparfaite, chaotique, mortelle, l'humanité accepte ces risques. Et c'est précisément ce qui nous rend capables de nous transcender. » Il fit une pause, sa voix devenant plus douce, mais non moins intense. « Tu m'as demandé pourquoi j'ai quitté la société humaine. Mais la question plus profonde est « Pourquoi suis-je revenu ?» Et la réponse est qu'on ne peut jamais vraiment partir de son humanité. On ne peut que la confronter, la critiquer, la purifier. Et dans cette confrontation, dans cette quête de quelque chose de meilleur, c'est là que réside notre véritable dignité. L'eau autour du Nautilus vibra avec une intensité nouvelle.
Le gardien s'était immobilisé, ses orbites n'émettant plus qu'une lueur faible. Nemo sentit un changement dans l'atmosphère psychique qui l'entourait. Le gardien ne cherchait plus simplement à combattre. Il écoutait vraiment. Il considérait véritablement les paroles de ce petit mortel. « Tu es différent », dit enfin le gardien, sa voix dépourvue maintenant de toute menace. « Je reconnais en toi quelque chose que je n'avais pas entendu depuis que ma propre race s'est fractionnée. Tu possèdes ce que nous appelions autrefois la passion créatrice, la volonté de chercher malgré les obstacles, de créer malgré les risques, de croître malgré l'incertitude. » Nemo sentit une lueur d'espoir, mais il savait que ce n'était pas terminé. Le gardien avait parlé d'une épreuve, mais continua l'entité ancienne, et son ton redevint grave. Une conversation philosophique n'est pas une preuve suffisante. Tes paroles sont belles, capitaine Nemo, mais les paroles sont faciles. Les idées sont éphémères. Ce que je dois voir est un sacrifice, une démonstration que tu ne cherchas pas simplement à accumuler du pouvoir. Le gardien se rapprocha soudainement, ses appendices encerclant le Nautilus sans le toucher. « Tu détiens un fragment des tablettes de ma civilisation, celui que tu as pris de l'archive centrale, dit-il. Ce fragment contient une partie de la formule pour créer du métal vivant. Avec ce savoir, ta propre race pourrait commencer à entrevoir les principes de la transformation consciente de la matière. Cette connaissance pourrait élever l'humanité ou la détruire. » Le gardien s'immobilisa. « Rends-moi ce fragment. Abandonne ce savoir. Montre-moi que tu ne cherches pas simplement à augmenter le pouvoir de ta propre espèce. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Nemo sentit chaque homme du Nautilus le regarder. Il savait ce que cette décision signifiait. Le fragment qu'il portait était peut-être la clé de révolution technologique pour l'humanité. C'était la différence entre rester dans l'obscurité médiévale et accéder à un nouveau niveau d'existence. Et le gardien lui demandait de le renoncer. Nemo pensa à sa recherche, à toutes ces années d'exploration, à la raison même de cette expédition. Il avait risqué des vies pour obtenir ce fragment. Son équipage avait frôlé la mort. Et maintenant, il pensa aussi aux empires qui convoitaient le pouvoir. Il imagina le fragment aux mains de gouvernements corrompus, utilisé pour créer des armes, pour conquérir, pour asservir. Il envisagea une humanité armée du pouvoir, de créer du métal vivant sans la sagesse, pour l'utiliser correctement. Et il sut, avec une clarté cristalline, ce qu'il devait faire. « Je vais te restituer le fragment, » dit Nemo, sa voix stable et sereine. « Mais pas en reconnaissance de ta supériorité ou de ta sagesse. Je te le restitue parce que tu as raison. Le savoir sans sagesse est pire que l'ignorance. Et si mon humanité ne peut pas d'abord apprendre à vivre en harmonie, sans se détruire elle-même, alors elle ne mérite pas d'accès à ce pouvoir. » Il se tourna vers son second officier. « Apportez-moi le fragment. » L'officier hésita, visiblement en proie à un conflit émotionnel. Puis, à pas lents, il se dirigea vers la chambre forte du Nautilus. Le gardien ne dit rien, mais ses orbites s'illuminèrent d'une teinte nouvelle. Non pas la flamme bleue électrique menaçante d'avant, mais quelque chose de plus chaud, plus doré, presque de la bienveillance. Quand l'officier revint avec le fragment, une tablette brillant faiblement d'une lumière intérieure, Nemo la prit à deux mains. Pour un instant, il la tint, sentant le poids du savoir qu'elle contenait, la responsabilité qu'elle représentait. Puis il ouvrit l'écoutille de débarquement.
Ceci appartient à ton peuple, dit-il, plaçant le fragment dans une capsule étanche. Et à ta garde éternelle, je te le restitue librement. Avec une certaine solennité, Nemo sortit du Nautilus et nada vers le gardien, la capsule dans ses mains. L'être immense se pencha, ses appendices liquides se mouvant avec une grâce surprenante pour sa massivité. Il reçut le fragment avec une tendresse qui semblait complètement incongruente avec son apparence. « Tu as fait un choix difficile, » dit le gardien, sa voix portant maintenant une note presque de respect. Et c'est précisément ce choix qui prouve ta dignité. Le gardien se tourna, commençant à se retirer vers l'abîme. « Je vais retourner aux profondeurs, » annonça-t-il. « J'accepte que ma civilisation soit vraiment morte, dépassée, obsolète, incapable d'adaptation. Et peut-être que cela est la vraie fin, celle que nous aurions dû avoir des millénaires ago. » Il marqua une pause, ses orbites se tournant une dernière fois vers Nemo. « Quant à toi, capitaine Nemo, tu as gagné plus qu'une simple survie. Tu as gagné ma bénédiction, aussi paradoxal que cela puisse sembler venant d'une entité aussi ancienne et étrangère. Continue ta quête, mais souviens-toi toujours que le vrai pouvoir réside non pas dans le contrôle, mais dans la libération, non pas dans l'isolation, mais dans la connexion. » Et avec ces mots, le gardien commença à descendre, sa forme massive disparaissant graduellement dans les ténèbres de l'abîme. Sa lumière s'atténua, s'éteignit enfin, laissant seulement l'obscurité froide des abysses. Nemo, encore dans l'eau glacée, regardait partir la dernière manifestation d'une civilisation qui avait régné sur la Terre avant que l'humanité n'apprenne à marcher. Et il sentit profondément en lui le poids combiné de la défaite et de la victoire, car il avait sacrifié le savoir, mais préservé l'âme. Nemo remonta lentement à bord du Nautilus, ses mouvements entravés par la combinaison thermique et par le poids émotionnel du moment. Quand il franchit l'écoutille, l'eau ruisselant de son costume, ces hommes l'accueillirent en silence, un silence chargé de questions, de craintes, de soulagement. « Ferme l'écoutille », ordonna-t-il simplement. « Préparez les moteurs pour une remontée maximale. Nous quittons ce gouffre. » Mais en même temps qu'il donnait ces ordres, Nemo savait que quelque chose avait changé. L'accord qu'il venait de conclure avec le gardien était fragile, basé sur l'espoir que l'entité ancienne respecterait sa parole. Or, une telle entité, qui avait dormi pendant 300 000 ans, qui incarnait la volonté d'une civilisation transcendante, pouvait-elle vraiment être fiable? Il ne fallut que quelques minutes pour avoir sa réponse. Les instruments du Nautilus commencèrent à afficher des anomalies. La température, qui avait légèrement diminué pendant la confrontation avec le gardien, remonta soudainement. Les vibrations telluriques, qui s'étaient calmées, recommencèrent avec une intensité nouvelle. Mais cette fois, ce n'était pas une pulsation régulière. C'était un tremblement, chaotique et destructeur. « Capitaine !» cria le second officier, pointant du doigt vers les cadrans thermométriques qui s'affolaient. « L'éruption reprend. Non, elle s'accélère. Les lectures dépassent 200 degrés Celsius. » Nemo courut à la baie panoramique. Ce qu'il vit le glaça, malgré la chaleur environnante. Le gouffre était en convulsion. Les parois de magma s'effondraient les unes sur les autres. Les structures de la cité ancienne, les colonnes torsadées, les arches cristallines, les statues d'or, tout cela commençait à se fragmenter, à se dissoudre dans la lave qui montait.
Et au cœur de tout cela, l'édifice central où le gardien s'était concentré émettait une lumière si intense qu'elle en était presque blanche. « Remontez d'urgence », ordonna Nemo, comprenant instantanément ce qui se passait. Tous les moteurs au maximum. Le Nautilus s'arracha de sa position, pointant son proue vers la surface lointaine. Mais le gouffre lui-même semblait se refermer autour d'eux. Les parois s'effondraient, créant des courants chaotiques qui heuraient le submersible de tous côtés. Les sirènes d'alarme retentirent. Des hommes furent précipités contre les parois. Les lumières s'éteignirent par sections entières avant que les systèmes de secours ne s'activent. « Nous ne pourrons pas tous la sortir », cria le timonier, sa voix teintée de panique. « La pression de l'effondrement, elle nous écrase. » Mais Nemo demeurait inébranlable à la barre de commandement, ses mains guidant le Nautilus à travers le chaos, comme un navigateur expérimenté guide son navire à travers une tempête. Il esquivait les débris qui tombaient, plongeait sous les rafales de magma qui montaient, utilisait chaque parcelle de connaissances qu'il possédait sur la hydrodynamique et la physique marine pour maintenir le submersible en mouvement vers le haut. « Plus vite !» commandait-il, même quand cela semblait impossible. « Les réacteurs, donnez-moi tout ce qu'ils ont. » 1500 mètres, 1000 mètres, 800 mètres. Le Nautilus remontait, mais les forces géotelluriques derrière lui étaient impitoyables. Une explosion de magma faillit détruire l'arrière du submersible. Nemo pivota brusquement, exploitant la force de l'explosion pour se propulser vers le haut, au lieu de le laisser ralentir. « C'est un génie fou !» murmura l'un des officiers, en regardant les manœuvres impossibles que seul Nemo aurait pu concevoir. 500 mètres. L'eau était maintenant assez froide pour que les vitres du Nautilus cessent de s'embrumer constamment. Mais derrière eux, le gouffre continuait son effondrement apocalyptique. Les murs du monde souterrain s'écroulaient en cascades chaotiques, créant un torrent de magma qui montait, toujours plus haut, suivant le Nautilus comme une bête prédatrice. 300 mètres. Nemo pouvait presque sentir la victoire, presque voir la surface lointaine. Et c'est à ce moment que cela se produisit. Une masse de roches en fusion surgit de nulle part, délogeant un morceau de la structure du Nautilus. L'alarme d'étanchéité retentit. Une brèche à tribord, compartiment 3. L'eau froide de l'océan, rencontrant le magma brûlant, créa une explosion de vapeur qui obscurcit complètement le hublot de commandement. « Nous perdons l'étanchéité !» cria le second officier. « Les hommes du compartiment 3 !» Nemo ne perdit pas un instant. Il continua à piloter le Nautilus, naviguant maintenant presque à l'aveugle à travers l'obscurité de vapeur et de destruction. « Isolez le compartiment !» ordonna-t-il. « Tous les hommes capables à la pompe d'urgence. » 100 mètres, 50 mètres. Et puis, soudainement, le Nautilus perça la surface du chaos. Le submersible jaillit hors du gouffre, comme un dauphin écumant, émergeant dans les eaux plus claires du dessus. Derrière lui, une colonne de feu et de magma montait toujours, créant un spectacle d'apocalypse miniature. Le Nautilus continua sa remontée, mettant de la distance entre lui et l'abîme qui se refermait. Nemo ordonna une remontée rapide mais contrôlée, conscient que trop de vitesse pourrait causer une implosion due au changement rapide de pression. « Bilan des dégâts », commanda-t-il, ses yeux toujours fixés sur le gouffre qui disparaissait graduellement sous eux.
Compartiment 3 inondé, capitaine, rapporta le second officier, sa voix rauque de tension. Nous avons pu évacuer 19 hommes. 3. Il n'eut pas besoin de finir. 3 hommes étaient restés dans le compartiment pour isoler la brèche. 3 hommes qui avaient choisi de se sacrifier pour que le reste de l'équipage survive. Le silence qui suivit cette annonce fut plus lourd que n'importe quelle profondeur océanique. Nemo garda les yeux fixés sur l'écran de surveillance que la vapeur commençait à peine à laisser voir. En dessous, le gouffre continuait son effondrement apocalyptique. L'édifice central du gardien s'effondrait en lui-même, disparaissant dans un maelstrom de magma en fusion. Et graduellement, Nemo comprit ce qui se passait. Le gardien se sacrifiait. Il retournait à son sommeil, un sommeil plus profond, plus définitif, en provoquant l'effondrement de sa propre cité. C'était, réalisa Nemo, une forme de reddition, un acte de libération. « Gardez le cap vers la surface », dit Nemo, sa voix portant une mélancolie nouvelle. « Que les hommes se reposent. Nous avons besoin de temps pour rétablir l'étanchéité du compartiment 3. » Il s'effondra dans son siège de commandement, l'épuisement l'envahissant. Mais ses yeux restaient fixés sur la zone où le gouffre disparaissait graduellement de leur portée. 1 heure plus tard, une fois que le Nautilus eut atteint une profondeur où le danger était passé, Nemo se retira dans sa chambre privée. C'était un petit espace austère, orné seulement d'une bibliothèque, d'un bureau et d'un hublot donnant sur l'océan noir. Il s'effondra sur son lit et, pour la première fois en des années, permettait à un sentiment très humain de le submerger. Le regret. Il avait sacrifié le fragment, un acte qui l'honorait en théorie. Mais 3 hommes étaient morts, 3 hommes qui n'avaient rien demandé, qui avaient seulement suivi leur capitaine en avant. Et à quoi cela avait-il servi? À satisfaire l'ego d'une entité ancienne, à préserver un équilibre cosmique? Nemo se pencha vers son hublot, regardant les profondeurs noires qui s'étendaient avant lui. Quelque part là-bas, dans les abysses qui ne seraient probablement jamais explorés par l'humanité, le gardien retournait à son rêve éternel. La cité était détruite, le savoir était perdu, ou du moins inaccessible. Et lui, Nemo, le grand capitaine du Nautilus, le penseur solitaire qui avait défié les empires, lui avait échoué. Non, il n'avait pas échoué, il avait appris. Cette pensée vint lentement, comme une aube graduelle. Il avait appris une leçon que toute sa science, tout son génie n'aurait pu lui enseigner. Que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'accumulation du savoir, mais dans la sagesse d'accepter les limites. Que la quête de la compréhension absolue était un chemin qui menait inévitablement à l'isolement, à la stérilité intellectuelle, à la mort spirituelle. Le gardien en était la preuve vivante, ou morte maintenant. Nemo se souvint des paroles qu'il avait échangées avec l'entité ancienne. Le vrai pouvoir réside non pas dans le contrôle, mais dans la libération. Le gardien les avait dites. Mais Nemo commençait à comprendre que ces paroles s'appliquaient aussi à lui. À moins qu'il ne renonce à son orgueil, à moins qu'il n'accepte les imperfections de l'humanité et les siennes propres, il finirait exactement comme le gardien, seul, cristallisé, mort malgré la vie éternelle. Il sortit de sa cabine et se dirigea vers le compartiment 3, le compartiment que ces 3 hommes avaient sacrifié pour sauver. Là, il trouva des officiers travaillant furieusement pour rétablir l'étanchéité.
pour récupérer les corps de ceux qui étaient tombés, pour transformer le lieu de leur mort en un sanctuaire. « Capitaine, » dit le second officier en apercevant Nemo, « nous avons pu... » « Je sais, » coupa Nemo doucement. « Vous avez fait tout ce qui était possible. Ces 3 hommes, quels étaient leurs noms ?» Le second officier énuméra les 3 noms. Et Nemo les grava dans sa mémoire, avec la conscience que désormais, chaque fois qu'il penserait à cette expédition, chaque fois qu'il contemplerait l'océan, il penserait à eux, à ce qu'ils avaient sacrifié, à ce que le choix de poursuivre cette quête avait coûté. « Organisez une cérémonie funéraire, » ordonna Nemo. « Dès ce soir, ces hommes méritent d'être honorés, pas simplement comme des marins perdus, mais comme des explorateurs qui ont donné leur vie pour la compréhension. » Il se tourna et regarda une dernière fois les réparations en cours. « Et dit à l'équipage que le Nautilus change de cap. Nous rentrons, pas vers une société humaine ordinaire, jamais nous ne pourrions y retourner maintenant, mais nous nous dirigeons vers des eaux plus calmes, où nous pourrons réfléchir à ce que nous avons appris. » Cette nuit-là, Nemo se tint une dernière fois à la proue du Nautilus, regardant vers le sud, vers le gouffre qu'il venait de quitter. Et une pensée le traversa, une pensée qui était à la fois tragique et bizarrement rédemptrice. Le gardien n'avait pas échoué parce qu'il était trop puissant. Il avait échoué parce qu'il avait trop peur d'échouer. Et c'est cette peur qu'il avait transformé en captif de son propre savoir. Nemo, lui, choisissait une autre voie. Il choisissait de continuer à explorer, mais avec humilité, de continuer à poursuivre le savoir, mais toujours en conscient des limites, de continuer à rêver, mais en reconnaissant les prix réels que la quête exigeait. Le Nautilus s'enfonça dans les ténèbres océaniques, emportant avec lui les survivants d'une expédition qui avait changé à jamais la façon dont son commandant voyait le monde. Et quelque part, bien loin en dessous, dans les abysses où aucun homme ne s'aventurerait jamais, le gardien retournait à un sommeil que nul ne perturberait jamais. L'histoire était finie. Mais la véritable compréhension, celle qui résidait maintenant dans le cœur de Nemo, ne faisait que commencer. Fin du tombeau de la mer de feu. Merci d'avoir accompagné cette épopée vernienne à travers les abysses ardents de l'océan. Ce récit était une exploration non seulement des mystères du monde physique, mais aussi des abysses de l'orgueil scientifique et des profondeurs de la sagesse humaine.